Donc, on va maintenant passer au point 10.03. Madame Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il n'y a aucune demande. Parfait. Alors, 10.04. Correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document. 10.05. Alors, c'est la période de questions du public. Elle est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande d'éviter aussi, autant que possible, les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Thuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Merci. Alors, allons-y par la première personne, M. André Courberon. Bonsoir. Bonsoir. Je m'adresse à tout le monde, et Madame la mairesse d'abord. Et, au mois de septembre, le Jardin des Champs a été appelé à se réunir avec la ville et Ville-en-Vert pour discuter de la saison. Et il y a un article, c'était activité communautaire, et tout ce qu'on avait à dire, AGA, parce que nous avons tenu une AGA, nous avons une charte, et nous voulons la faire vivre de A à Z, et l'espace du jardin communautaire, c'est pour ça qu'elle a été créée. Alors, et on nous a dit que vous ne devrez pas tenir ça à l'avenir dans notre jardin. Et on n'a pas de problème avec ça, on a des places où aller, c'est facile, mais il me semble que c'est pas normal, c'est l'endroit naturel et approprié pour tenir notre réunion, c'est tout à fait, ça suit logiquement, quoi. Et je demandais à quelqu'un, est-ce que c'est vrai que la ville peut s'opposer à ça? Il m'a dit, oui, la ville a à peu près tous les droits, mais ce serait méchant ou obstiné. Et l'obstination, c'est près de la bêtise. Et donc, nous sommes un jardin, c'est le seul qui n'a pas décidé d'abroger sa charte, parce que nous ne posons pas de problème à la ville. Nous n'avons pas recouru aux services spéciaux de la ville pour régler des problèmes interpersonnels. On les règle parce qu'on est petits. C'est le secret de la bonne entente. Quand on est petit, on peut discuter, on se connaît. Moi, je connais les noms de toutes les personnes. Puis, je pense que c'est ça la clé du succès. Mais quand on a un jardin de 200, 300, c'est impossible. C'est humainement impossible de se retrouver là-dedans. Alors, en 2017, on nous a appris là, que notre partenariat avec la ville était aboli. Je pense qu'on n'était pas partenaire dans le fond parce qu'il n'y avait pas d'égalité de force. Et c'était un beau vocable qui nous était attribué, mais on ne l'avait pas parce qu'on aurait eu droit à discuter, à participer au processus, mais on a passé par-dessus nos têtes. Alors, en catimini, on a appris que c'était fait. Et donc, depuis ce temps-là, on essaie d'être utile. On a une collaboration avec Ville-en-Vert et la ville aussi, maintenant, là, qui est très... ça ne pourrait pas être mieux. La personne qui... Moi, je n'ai pas d'Internet. La personne qui a la communication avec Internet me transmet ça parce qu'elle n'est pas souvent au jardin, elle travaille. Et moi, je fais le relais. Alors, on est... ça peut pas... elle ne serait pas de Ville-en-Vert, ça ne serait pas mieux. C'est une soie, cette personne-là. Alors, elle s'est distinguée par son émergence cette année. Elle a apaisé certains... quand les voix se prennent un caractère plus vif, bien, elle intervient quand elle est là. Et moi, je fais la même chose. J'ai une formation en service social. Alors, on espère qu'on ait une bonne... On est là pour écouler notre petit pécule. Après ça, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on peut garder notre charte, juste pour le principe. Puis c'est comme une stimulation supplémentaire pour qu'on fasse bien. Dans le fond, la charte et Ville-en-Vert, ils ne se contredisent jamais.
Et Monsieur Courberon, on se complète. oui, Monsieur Courberon, je vais juste vous arrêter. Vous m'avez remis des documents aussi, donc on va les partager avec l'ensemble des élus. Ça, il y a eu une modification de gouvernance dans les jardins communautaires. Il y a un enjeu au Jardin communautaire des Champs, là, vous le nommez ce soir. Les élus vont recevoir un bilan de l'année 2019 de comment ça s'est passé dans les jardins communautaires. Donc, on peut vous assurer là, qu'on pourra poser des questions particulièrement sur votre jardin, sur la façon de fonctionner, en fonction des documents aussi que vous nous avez remis. Pardon. Et je dois, comme cette personne qui est émergente, elle s'appelle Danielle, et je suis bien content d'avoir à communiquer avec elle et à faire le relais. Et il y a une autre personne qui s'est détachée des autres, là. C'est Madame Lucie, qui est ici présente. Elle va vous présenter quelque chose ce soir qui sort de l'ordinaire. Elle s'est déjà sortie de l'ordinaire au jardin en faisant, je ne dis pas quoi, hein, je vous réserve. Il y a une troisième personne dont on vous parlera plus tard aussi. Toutes des femmes. D'accord. Bien, merci, Monsieur Courberon. Merci de votre présence. Et d'ailleurs, Madame Lucie Filion est la suivante sur la liste. Merci. Merci. Donc, Madame Filion. Faut que je le baisse. Madame Tulé, Bonsoir. Madame Gianou, Madame Goulet, Monsieur Normand, bonsoir. Je m'appelle Lucie Filion. Je suis une des jardinières de Deschamps. J'ai un projet un peu innovateur à présenter. J'ai fait des copies, si je peux m'approcher pour vous les donner. Oui, vous pouvez nous donner des copies, en donner aussi à Madame Châteauvert, mais si vous en avez pour tout le monde. Là, je veux juste malheureusement vous dire que je ne peux pas vous donner 10 minutes pour présenter votre projet. Donc, il faudra peut-être faire un peu plus court. Oh, pardon. Et au besoin, rencontrer vos conseillères au besoin, parce que là, on est vraiment dans une période de questions là, limitée à quelques minutes pour des questions et des réponses. Alors, au Jardin des Champs, ça comporte deux parties, la partie nord et la partie sud. Et j'ai un plan de mettre des composts, de niveler le terrain pour que ce soit plus sécuritaire, de favoriser la participation. Et je lisais le bulletin cette semaine, je relisais le bulletin plutôt de Annecy-Cartierville, qui parlait d'un budget participatif où la population peut décider où vont les argents, d'avoir un impact positif et durable, de favoriser la collaboration entre l'arrondissement, différents groupes et les citoyens. Je pense que le Jardin des Champs peut remplir certains objectifs sociaux. Ça brise l'isolement, ça favorise l'entraide, ça permet l'amélioration de l'environnement, il n'y a pas de pesticides. Au point de vue économique, vous trouverez, je mets au défi n'importe qui, de trouver un placement qui rapporte plus qu'un jardin. Pour chaque dollar investi, vous récoltez 7 dollars de légumes. Pour chaque dollar investi, vous récoltez 7 dollars de légumes. Pour les populations qui sont moins bien nanties, pour les populations qui arrivent d'ailleurs, c'est un facteur absolument majeur d'entraide. Sans compter qu'on prend du beau soleil, on fait des activités physiques, puis croyez-moi, quand on cercle, on pratique nos étirements. Alors, on peut prendre conscience des valeurs communes, ça fait que c'est un beau projet d'entraide. Puis je me demandais, est-ce qu'il est trop tard pour avoir de l'aide, des services ou des argents dans le cadre du budget participatif ou autre pour un projet comme celui-là? Alors, dans le cadre du budget participatif de cette année, oui, il est trop tard parce que le processus s'est terminé le 21 septembre avec les projets qui ont été construits, en fait, et qui seront par la suite soumis au vote. Nous, on reçoit les plans. L'arrondissement travaille quand même sur certains jardins communautaires. Là, il y a certains réaménagements à faire. Vous avez comme deux conseillères, puisque le Jardin des Champs est un peu à cheval. Il est physiquement situé dans le district d'Unsick. Donc, je vous invite peut-être à communiquer avec la conseillère du district d'Unsick ou de Bordeaux-Cartierville, si vous habitez dans Bordeaux-Cartierville. Bref, vous choisissez. Vous avez l'embarras du choix. Et je vous invite, comme je vous disais ici, on ne peut pas répondre, hormis que malheureusement, il est trop tard pour cette année, le budget participatif. Mais le budget participatif, la beauté de la chose, c'est qu'on va le reprendre chaque année. Merci de m'avoir entendu. Merci pour tout votre beau travail. C'est pas facile de faire de la politique dans un monde comme aujourd'hui. Alors, merci de votre travail.
Et merci de votre implication. Merci. Alors, j'appellerai maintenant M. Giuseppe Zacchetti. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je pense que vous connaissez mon problème. Il y a 2 ans, j'ai ouvert une plainte à la ville suite à beaucoup de péripéties. On m'a même recommandé de faire un drain français. On a été généreux avec mon argent. Mais il y a 6 mois, la ville de Montréal, le service des cadastres, a confirmé ce que je disais depuis le début, qu'il y avait un ruisseau qui passait entre chez moi et ma voisine, qu'il y avait un ponceau dans le fond de ma cour, et que pour cela, donc, la ville ne partageait plus le passage et qu'elle se gardait ça pour des travaux futurs. Fait que là, moi, aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce qui en devient de ce ponceau, qu'est-ce qui en devient de la plainte que j'ai apportée, parce que là, ça prouve bien que j'avais raison quand je disais qu'il n'y avait pas de nappe phréatique qui, en effervescence durant l'hiver. Fait que ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un ruisseau, il y a un ponceau, il a été bloqué, puis quand il y a des grosses pluies, on a des problèmes. Fait que je me dis, c'est quoi que mon quartier va faire pour ça? Parce que vous avez vu la lettre, vous avez vu que la ville, elle s'est gardée, donc le service des cadastres, elle a les plans de ça. Je sais qu'il n'y trouvait pas les plans à l'époque, là. On m'a demandé qui me les avait donnés, au lieu de s'intéresser aux plans, mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, il existe ce ponceau, il existe ce passage d'eau, même si c'était asséché lorsqu'il y a des grosses pluies, ça vient chez nous maintenant, parce que c'est bloqué. On n'a jamais tenu compte de ça dans les travaux, parce qu'on n'était pas là il y a 50 ans. Fait que moi, je suis pris avec. Alors, M. Zacchetti, je vais transmettre votre question à M. Normand qui suit votre dossier depuis les tout débuts. Mais je n'ai pas de nouvelles. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas de nouvelles depuis. Le ponceau, vous l'avez bien exprimé, il est présent, il est dans votre arrière-cour. Le ruisseau a été asséché. Non, ici, c'est asséché parce qu'il y a eu une période de sécheresse qui a fait l'assèchement, qui a fait que le ponceau s'est écroulé. Je vais juste répondre, puis vous pourrez faire une question ensuite. Donc, il y a eu une intervention quand même de la ville. Il y a eu du ciment qui a été coulé dans le ponceau antérieurement. Il a été techniquement asséché. Après, il y a eu un épisode lorsqu'on a commencé à se rencontrer là-dessus où ce qu'on évalue, c'est qu'il y a eu une grande fuite sur la rue voisine au niveau de l'aqueduc. Puis là, il y a eu un surplus d'eau. Puis effectivement, le corridor naturel doit être, quand il y a un surplus d'eau, c'est cet endroit-là, effectivement. Exact. Au niveau de la responsabilité de la ville, ensuite, nous, ce qu'on a déterminé, c'est que ce n'était pas de la responsabilité de la ville. S'il y a un ruisseau asséché, condamné, qui date d'il y a plus de 50 ans, qui passe là, il n'est plus en opération, puis il n'est pas entretenu, puis il est difficile d'accès, mais on garde l'accès là-bas. Si, ce qu'on a discuté, c'est que si l'immunisation de la propriété était à 100%, techniquement, il ne devrait pas y avoir d'eau qui entre, même lorsqu'il y a le passage d'eau sous la résidence. Puis, je pense, dans les dernières communications qu'on a eues, on se disait, si vous jugez que vous êtes lésé par une action ou une autre de la Ville de Montréal, il y a un organisme indépendant qui gère ces dossiers-là, qui s'appelle l'Ombudsman de la Ville de Montréal, puis je vous encourage à déposer un dossier-là. Mais de ma compréhension, puis je vais demander l'avis de M. Côté ici, qui a travaillé sur le dossier avec nous, je n'ai pas l'impression qu'il y a une intervention en attente de la Ville de Montréal ou de l'arrondissement par rapport à ni au ponceau, ni au ruisseau asséché, de ma compréhension. Mais ce qui est marqué, c'est qu'ils justement, ils se gardent l'accès au ponceau pour des interventions futures. Donc, il y a des projets là-dessus. Je sais que depuis qu'il y a des grosses pluies, la Ville de Montréal, justement, a vu cartographier les anciens ruisseaux, puis juste parce que ça aide justement à évacuer le surplus d'eau. Donc, le ruisseau asséché près de chez moi en fait partie. Peut-être. Donc, je ne sais pas Alors, si M. Côté, avez-vous un complément de l'information? Non, c'est tout ce que vous avez dit, c'est bien rapporté, là.
Fait que je pense que, tu sais, si le ponceau, effectivement, il a déjà été à la ville puis qu'il est sur le lot, on souhaite y garder un accès plutôt que de ne pas y garder un accès, mais il n'y a pas de projet en rapport avec le ponceau ou l'espace précédent. Là. Fait que je m'étouffe, moi. Bien, moi, je pense que si vous... Je pense si que vous avez reçu vraiment la réponse de M. Normand. À la Ville de Montréal, puis on est une des seules villes avec ce mécanisme, c'est l'ombudsman. Donc, quand un citoyen considère qu'il n'y a pas la bonne réponse de la part de l'arrondissement ou de la ville, vous pouvez déposer un rapport à l'ombudsman. Et M. Normand a beaucoup travaillé sur votre dossier. M. Côté aussi, les services de l'arrondissement considèrent être allés pas mal au bout de ce qu'on pouvait vous fournir comme soutien. Alors, on vous suggère d'aller voir l'ombudsman qui pourra avoir un éclairage sur ce dossier-là. Ce sont des avocats de formation, ils connaissent très bien le droit municipal, donc ils pourront nous orienter et vous orienter. Bon, mais en tant que simple citoyen, comme j'ai dit, je vais m'étouffer, c'est tout ce qui me reste. Mais non, M. Zacchetti, je répète, l'ombudsman, c'est pour les citoyens. Nous, comme élus, on ne peut même pas contacter l'ombudsman. L'ombudsman, elle existe, son travail, c'est gratuit pour les citoyens. C'est de... Vous soumettez un dossier, c'est pas compliqué, là, vous avez déjà tous les documents en main, vous lui soumettez et elle va en faire une analyse. C'est gratuit pour vous et c'est justement pour les citoyens. Merci. Merci. J'inviterai maintenant, oui, Mme Pauline Carignan. D'accord, merci. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Madame Thuillier, je voudrais porter à votre attention le fait que, à la séance du Conseil d'arrondissement du 12 février 2018, je vous ai remis le document que je viens de vous remettre, où je vous demandais de faire le relais entre la proposition que j'avais à faire et la mairesse de Montréal. Et je vous ai présenté à cette occasion-là le projet Orange, qui était l'idée de bâtir enfin la station de métro de Bois-Franc. Et je vous avais donné toutes sortes de bonnes raisons. Et là, quelle ne fut pas ma joyeuse surprise de constater qu'en fin de semaine, dans la presse, M. André Dubuc a présenté un article qui rapportait les propos de M. Alain de Souza. Et M. de Souza, en fait, reprend les arguments pratiquement un pour un de ce que je vous avais dit, de ce que je dis depuis des années, n'est-ce pas? Je suis assez constante dans ce domaine-là. Et alors, je veux juste dire qu'il trouve un peu idiot, ben c'est pas le même qui dit ça, c'est plus poli, là, mais de ne pas compléter les derniers kilomètres et que ça serait, la station de métro pourrait servir non seulement pour la mobilité des passagers, mais en plus, ce serait un plan B si jamais il arrivait un problème dans le tunnel. Et si les autorités m'avaient écouté à l'époque, actuellement, on n'aurait pas le problème qui va se passer là, pour 18 000 voyageurs là, qui vont être privés de la ligne de train et qui devront utiliser des moyens de mitigation qui vont prendre des heures et des heures. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui a déménagé parce qu'il savait que ce serait l'enfer pour les 2 à 3 années à venir. Et... donc, dernière idée que j'ai soulignée, excusez. Voilà. Alors, moi, j'étais très heureuse d'apprendre que M. de Souza abondait dans le même sens que moi, mais moi, j'aimerais savoir quelle est la position de votre administration par rapport à la proposition de M. de Souza. En fait, M. de Souza reprend le travail de la mairesse parce qu'une des premières choses que Mme Plante, la mairesse de Montréal, a fait en arrivant, c'est qu'elle a mandaté la RTM parce que la gouvernance dans le transport collectif J'en avais parlé à la changé. RTM. J'avais assisté à leur réunion publique. Mme Plante fait partie du conseil d'administration de la RTM et elle a demandé à la RTM d'étudier de manière vraiment sérieuse plusieurs projets, notamment, prioritairement, celui
de connecter le métro, la ligne orange, avec la gare Bois-Franc. Et depuis ce temps, le travail est en train de se faire. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'ARTM, pour une des premières fois, et c'est grâce au leadership de Mme Plante, est en train de faire des études très sérieuses sur ce prolongement-là. Parce que, comme ma collègue Mme Gianou l'a dit tout à l'heure, tous les élus de tous les paliers trouvent que c'est une bonne idée, mais malheureusement, dans le contrat entre le gouvernement du Québec et CPDQ Infra, ça n'avait pas été inclus. Parce que c'est sûr qu'en faisant le REM, s'il avait fait ça tout de go, effectivement, on se serait évité plein de choses. Ça n'a pas été dans l'entente de base avec le gouvernement. Et là, on est en train vraiment de plancher sérieusement sur ce dossier parce que oui, on souhaite le prolongement du métro minimalement jusqu'à la gare Bois-Franc. Parce que oui, ça fait une gare intermodale. Mais voyez à quel point il faut d'abord faire des études de faisabilité. Ensuite, ça remonte jusqu'au gouvernement. Ensuite, ils donnent du financement. Je peux vous dire aussi que mes collègues, autant M. Eric Allen Caldwell, qui est responsable des transports, que Mme Plante elle-même, quand ils ont des discussions avec le gouvernement du Québec, ça fait partie aussi des choses qu'ils discutent. Et donc, le travail est en cours. Parce que même dans l'article, on précise qu'il y a déjà un tunnel qui existe entre Côte-Vertu et Bois-Franc qui est pratiquement complété. Ça sert de garage actuellement. Exactement. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en bout de ligne de métro, il y a toujours un garage après. Oui, Donc, sais, il va falloir en construire un c'est autre ça. petit bout. Ça, Exactement. je comprends. Donc là, ce qui est en construction, c'est l'agrandissement du garage parce que justement, avec les trains Azur et tout ça, bon, il y a nécessité d'avoir plus d'espace. Donc oui, il y a déjà un petit bout qui doit être fait. Ensuite, il faut 1 kilomètre de plus pour aller à la station, plus ensuite refaire plusieurs centaines de mètres pour faire un garage. Mais c'est sûr que c'est un des projets prioritaires sur lequel la mairesse a demandé à la RTM de plancher. En tout cas, j'espère que ça va se réaliser parce que ce serait une bonne façon de sortir notre quartier de la défavorisation également. Et en parlant de défavorisation, j'ai demandé à Mme Gianou quel était le zonage de mon adresse. On m'a répondu que c'est un zonage mixte, commercial et résidentiel. Mais Mme Thuillier, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer comment on peut dire que j'habite dans une zone résidentielle quand le bâtiment à côté de chez moi aura une capacité de recevoir à la fois 450 personnes. C'est plus qu'une taille de commerce, c'est une taille d'hôtel. Alors, je ne comprends pas comment les deux sont conciliables. Ça va être quoi la vie de notre quartier là, avec 450 personnes qui vont s'amener pour un congrès là, ou une fin de semaine? Bien, ça existe à plusieurs endroits de l'arrondissement et dans d'autres arrondissements et ça fait en sorte Excusez-moi, ça existe déjà qu'il y a une vie, des oui. salles de 450 personnes avec des gens qui habitent tout près, là. Oui, vous prenez toutes les églises de l'arrondissement, tous les lieux de culte, tous les centres communautaires. Donc oui, ça existe et ça permet justement d'avoir des activités sociales d'envergure intéressante dans un quartier. Évidemment, en général, elles ne sont pas sur de petites rues très locales. Et là, ben, c'est sur Laurentien, qui est une très grande rue. Donc, c'est plutôt bien placé pour avoir ce type de zonage sur une rue à large gabarit comme Laurentien. J'aimerais vous mettre au courant qu'il y a 0 place de stationnement, Madame Thuillier. Alors, moi, je ne sais pas comment mes amis, puis ma fille va venir me voir avec ses enfants. Où est-ce qu'ils vont pouvoir stationner? Ça va être l'enfer. Moi, là, ce que je crains, là, c'est qu'on va devenir place l'Acadie. On s'en va vers ça, là. On s'en va pas vers plus un haussement des conditions socio-économiques. On s'en va vers une défavorisation, c'est certain. On va s'en reparler. Merci. J'appellerai maintenant M. Raymond Labbé. Oui. Bonsoir, M. Hudam. Bonsoir. Ma question s'adresse à Mme la Présidente. J'aimerais savoir les frais que ça coûte de faire une réunion comme qu'on a eu dans le parc Henri-Julien au mois de septembre. C'est quoi les frais, l'argent que ça coûte de ça? Madame Busseau, Madame Simonaro, Madame Châteauvert, est-ce que vous avez le coût? Mais une envergure, là, environ.
Quand on a fait le conseil d'arrondissement extérieur, entre 8 et 10 000 environ, sous toute réserve. Donc, sous toute réserve, entre 8 000 et 10 000 Et c'est quoi l'affaire? Alors, je ne sais pas si vous étiez là. Est-ce que vous étiez là? Oui, vous étiez là. Ah, Bien, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ne viennent jamais. Et en plus, même au parc Henri-Julien, il y a des personnes qui sont venues nous voir par la suite pour dire merci d'être venus dans notre parc. Sinon, nous ne saurions jamais aller à un conseil d'arrondissement. Ah, Donc, j'étais ça pas là permet aux gens, dans un secteur précis, puis quand on va à Bordeaux-Cartierville, on a plus de gens de Bordeaux-Cartierville. Quand on va d'Annecy, il y a plus de gens d'Annecy. Ça permet de se rapprocher des citoyens. Ça permet de faire en sorte que les gens puissent se déplacer moins loin pour poser la question. Je vous dirais que c'est très apprécié. C'est parmi les séances les plus courues. Et selon nous, c'est important ça fait partie de la vitalité de la démocratie locale. 8 à 10 000 piastres, tu sais, veux dire, on est dans le parc est en construction, en rénovation, on est complètement dans le passage des avions. Le chauffage fonctionnait au début de septembre. Ça a-t-il de l'allure, ça? Pendant ce temps-là, on a la place ici qu'on peut faire les réunions. On a le centre communautaire sur la rue Grenet. On a la maison de la culture antique. Puis là, vous décidez, là, 8 à 10 000 piastres, on a assez d'argent, on va faire ça. Ça a-t-il du bon sens? Déplacer des arrêts de circulation pour les voitures. Donnez-moi de... Je n'étais pas là. Quand les gens ont été vous féliciter, j'ai de la peine à croire ça, moi. Bien, je peux vous le confirmer tout à fait. Et vous venez de nommer qu'effectivement, en même temps, il y avait une consultation publique. Donc, on a fait un 2 dans 1. Une consultation publique aussi, il y a quelques frais pour organiser le tout. Donc, on a jumelé 2 événements en même temps. Et on avait fait la même chose d'ailleurs, vous vous rappellerez peut-être, au Parc des Hirondelles. Donc, on fait une soirée 2 en 1, une consultation publique, plus le conseil d'arrondissement. Et nous pouvons vous assurer que c'est très apprécié. Comme ça, on peut s'attendre à avoir une réunion au Parc Camille dans Saraguay en 2020. Alors, chaque année, on fait Si vous 2... vous approchez des citoyens, là. Chaque année, on fait 2 à l'extérieur. 2, en fait, à l'extérieur de cette salle, 1 à l'intérieur d'une salle et 1 dans un parc. Et on change des districts chaque année. Donc, on est en train de voir, on sera en train de voir bientôt, en 2020, où va-t-on aller. Moi, j'aurais une suggestion. Faites Oui, donc ça dans une dernière place question. normale comme Oui. ici. Fait que ça déplacerait pas mal moins de monde, à moins que vos employés n'aient rien à faire. Tu sais, mais ça, on peut les faire faire d'autres choses. Mais Que Monsieur les faire Labbé- faire des installations temporaires. Mais pour nous, c'est important d'avoir des gens dans la salle qui soient nombreux et diversifiés. Et c'est ce que ça nous permet quand on fait des séances dans d'autres districts pour faire en sorte que les gens, ça soit plus près de chez eux pour se déplacer. Et on le voit, la réponse, elle est là. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Au mois de septembre, je vous avais posé la question, là, c'est quand que ça va finir dans le petit parc à côté de chez nous, là, que c'était supposé durer 18 mois, puis là, c'est rendu, là, on prend la 3e année. Là. Vous m'aviez dit, au mois de septembre, vous n'étiez pas au courant quand c'est que ça va finir. Alors, il y a plusieurs phases. Hein? Là, on est dans une phase 1, puis ensuite, il y a une phase 2 de construction. Donc, oui, en ce moment, mais je pense qu'on vous avait transmis l'information, parce que je sais qu'on a reçu l'information. Non. Monsieur Côté, on a l'information de la Ville. Je peux vérifier, je ne sais pas. Oui, s'il vous plaît, on avait fait une demande à la Ville pour avoir une confirmation pour les résidents. Donc, on vérifiera, Monsieur l'abbé, puis on vous transmettra l'information. Je pensais que c'était déjà fait. Non, vous m'aviez dit... On va vous recontacter, M. l'abbé. Oui. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Serge Gona. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Lombard. Bonsoir, M. Dam. Au fond, moi, je viens tout simplement me poser la question à propos de l'eau, hein, la qualité de l'eau. Et effectivement, en consultant, en lisant sur la qualité de l'eau, évidemment, précisément pour ce qui concerne notre belle rivière des Prairies,
on se rend compte que c'est une des rivières malheureusement les plus polluées de Montréal. Et moi particulièrement comme citoyen et qui réside dans ce coin et qui s'intéresse à l'eau, je me demande est-ce que d'abord c'est quoi cette source de pollution, d'où vient évidemment cette pollution, et aussi quels sont les contaminants qui sont impliqués en particulier. Et il serait temps aussi qu'on s'intéresse à cette qualité de l'eau pour le bien-être des citoyens. Et je pense que là-dessus, il y a un travail à faire. Et ça m'amène à mon deuxième point. J'en ai déjà parlé à M. Normand, ici présent, qui me représente. Et je le remercie pour l'écoute qu'il a eue. Je lui avais parlé de voir la faisabilité d'une plage, pourquoi pas, parce que je me rends compte qu'autour de nous, dans Montréal, il y a des projets en ce sens. Il y en a à Verdun, il y en a à Pointe-aux-Trembles, et même qu'à Trois-Rivières, il y en a évidemment de tels projets. Et moi, particulièrement, je trouve que ce serait un projet innovateur et qui permettrait à évidemment, la ville d'Antique se mettre sur la carte, je veux dire. Et c'est un projet, quelque chose qui pourrait être très attrayant pour, évidemment, les citoyens, qui rendrait la qualité, évidemment, de vie des citoyens encore plus intéressant. Je dis cela parce qu'on est entouré d'eau. Quand je me promène dans le parc, je vois qu'il y a énormément d'eau et je me dis... on n'a pas la possibilité d'y mettre pied et je trouve ça dommage. Et j'aimerais que la ville, enfin, sous votre responsabilité, se penche sur de tels projets. Je suis d'accord que ce n'est pas des projets qui se réalisent en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Et évidemment, on n'a pas bâti Rome en 1 an. Mais il faut commencer, il faut s'y mettre. Et ici, ça doit prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais ça prend un départ. Alors, là-dessus, j'en ai parlé avec M. Omar. Il m'a donné quelques pistes et que, bon, certainement qu'il voulait s'en intéresser. Et je pense que je l'en remercie et je voulais officiellement vous en parler. Voilà. Alors, M. Normand? Oui, effectivement, c'est sûr que l'accès aux berges, on en a parlé un peu, c'est quelque chose qu'on souhaite accentuer. Il y a plusieurs façons de le faire, puis il y a plusieurs contraintes en même temps. Vous en avez nommé quelques-unes au niveau de la qualité de l'eau, au niveau des rapides à certains endroits, mais surtout dans Sault-Récollet, la principale contrainte réside dans le barrage d'Hydro-Québec. Donc l'emprise d'Hydro-Québec est très longue, sur plusieurs centaines de mètres, et qui vient un peu contrôler sous la loi des barrages tout l'accès à l'eau. Ceci dit, on a quand même quelques installations pour des mises à l'eau, des centres nautiques à Cartierville puis derrière Sophie-Bara, qui permettent au moins d'accéder à l'eau par des embarcations. Mais je comprends bien le sens de votre intervention puis l'envergure que ça pourrait avoir. Je pense que avec les contraintes qu'on a, puis les variables avec lesquelles on peut jouer, c'est une bonne idée de commencer à réfléchir à un projet, qu'il soit de moindre envergure ou de plus grande envergure pour mettre Cartierville sur la carte. Oui. Ça reste à voir. Mais l'idée est là, puis tu sais, même notre administration, là, dans notre plateforme locale, on avait clairement cité à améliorer l'accès aux berges parce que c'est une préoccupation qu'on partage avec vous. Donc, par quels moyens, ça reste à voir, mais c'est une question qui nous intéresse déjà puis à laquelle on va continuer à mettre des neurones. En tout cas, ça sera le bienvenu parce que je pense qu'il serait temps vraiment qu'on fasse quelque chose dans ce sens-là. Parce que personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai sondé autour de moi, j'ai parlé à plusieurs personnes et je pense sincèrement que la plupart des gens, évidemment, adhéreront à un tel projet. Et évidemment, ça serait quelque chose de bien. Mais il faut vraiment se pencher là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre proposition. J'inviterai maintenant Mme Jacqueline Lemaire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir.
J'aurais une question. Dans le micro, s'il vous Ah plaît, oui. pour qu'on vous entende bien. Merci. Parfait. Alors, j'aurais une question qui s'adresse à Mme Goulet. Il y a eu des dos d'âne qui ont été installés entre Henri Bourassa et Prieur, côté ouest, Sur quelle rue, pardon? sur d'Auteuil, D'Auteuil. la rue d'Auteuil. Ma première question est, elles ont été vissées. Donc, j'imagine que pour l'hiver, on va les enlever, n'est-ce pas? Madame Goulet? Bonne question. Je ne sais pas si c'est le cas pour les dos d'âne qui sont vissés là, de façon plus temporaire. Ce côté? Ce côté. Effectivement, ils vont être enlevés bientôt en novembre. En fait, c'est temporaire pour voir la viabilité, la faisabilité de l'expérience de dos d'âne. Parfait. Donc, ça répondrait peut-être à ma deuxième question, parce que vous êtes au courant qu'il y a une école primaire au coin de Sauvé. Alors, on a donc installé des dos d'âne entre Henri Bourassa et Prieur. Prieur et Fleury, parce qu'on se rapproche là, de l'école, il n'y en a pas. Pourquoi? C'est plein d'enfants le matin et vous devriez voir les voitures qui roulent à des vitesses folles. Madame Goulet? Écoutez, je prends note de votre préoccupation. Vous savez, quand on reçoit des plaintes, là, on est en train de faire un plan de déplacement scolaire. On en a parlé lors de la présentation du D'accord. budget avec Vélo Québec. Ces endroits-là sont identifiés autour des écoles. On vient de soumettre également un projet un projet d'arrondissement au nouveau programme de sécurisation des abords des écoles à la Ville-Centre. On attend des réponses. Mais sur cet endroit particulier, moi, je le prends en note de votre part. On verra ce qui peut être fait. Là, quand une plainte est déposée ou une préoccupation est exprimée, on l'envoie à nos services qui procèdent à des mesures de vitesse dans les tronçons problématiques. Entre voisins, on se parle Ouais. et il y a une aberration là-dedans parce que entre Prieur et Fleury, direction nord, côté est, on en a mis. Alors que de l'autre côté, où les enfants se dirigent vers l'école, il n'y en a aucun. Alors moi, là, je pose la question ce soir, mais j'aimerais que quelqu'un m'appelle pour me donner une réponse. Est-ce que c'est possible, ça, Mme Goulet? Oui, tout à fait. Parfait. On va faire les vérifications à savoir s'il y a eu des mesures de vitesse. Je sais qu'il y en a eu au nord, entre Prieur et Henri Bourassa. Il y a eu des mesures de vitesse de fait il y a quelques années. Je pense qu'on a fait des petites recherches là, en 2015 vers le nord. La vitesse était effectivement trop élevée. Et Mais là, je- on a installé les Mais je dois dos vous d'âne. dire que la vitesse est rapide aussi vers le sud et je vous dis pourquoi. Uh-huh. Les gens qui arrivent vers l'est vont tourner très souvent sur 3 rues. Et ça m'a été dit parce qu'ils trouvent les rues fort belles. d'Auteuil, La Verdure et Grande Oui, Allée. c'est ça. Et c'est de la folie pure, la vitesse avec Ceux lesquelles qui se dirigent en direction... ils arrivent vers ouest. l'est et ils tournent sur la rue, exemple, Grande Allée ou d'Auteuil, direction sud, jusqu'à Sauvé. Ils arrivent de l'ouest, c'est ça? Exact. Oups, pardon. De l'est. De De l'est. l'est. Ah oui, d'accord, de l'est. Alors, ils arrivent de l'est, puis là, ils prennent ça comme un terrain de jeu. Enfin, Oui. pas un terrain de jeu, mais ça roule très vite, d'où la raison, j'imagine, parce qu'on a demandé aussi une réduction de vitesse, 40 km. Tout à fait. Exact. Et ça Ça va- a été oui. apprécié aussi. Oui. Le dos d'âne a été apprécié aussi, parce Oui. qu'il faut le dire quand il y a des choses intéressantes qui sont faites. Oui. Mais là, ce qui nous inquiète, c'est que si les dos d'âne sont enlevés, monsieur, pour la saison d'hiver, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va en remettre au printemps en permanence cette fois-ci? Alors oui, en général, le programme, là, puis je pense que c'est le cas pour votre rue, D'accord. mais quand on refait des aménagements, on met d'abord des dos d'âne temporaires, parce que croyez-le ou non, des fois, il y a des gens qui se plaignent. Alors c'est Ah pour oui. ça que la première fois qu'on met un dos d'âne sur une rue, en général, on le met en temporaire de cette façon-là, pour voir la viabilité, pour voir si tout fonctionne bien. Là, c'est sûr que ça, avec cette technologie-là, on est obligé de l'enlever pour l'hiver, sinon les machines de déneigement n'en feraient qu'une bouchée. Absolument. Regarde, M. Paquin, notre directeur des travaux publics. Alors,
si tout a bien été, puis là, Mme Goulet là, pourra peut-être vous le confirmer après avoir fait des vérifications, on reconstruit l'année suivante en asphalte et nos dos d'âne temporaires, on les met sur d'autres rues pour aller les tester ailleurs. À quel moment allez-vous enlever les dos d'âne? Monsieur Côté? Dans le courant du mois de novembre. Ah bon, parfait. D'accord. Donc, Mme Goulet s'engage à vous rappeler. Oui, j'aimerais juste peut-être ajouter un point. Évidemment, c'est une des premières décisions qu'on a faites, c'est abaisser les limites de vitesse à 30 km à l'heure dans les rues locales. Et évidemment, c'est certain que ça va demander des réévaluations, des plaintes antérieures, des requêtes antérieures. On est dans ce travail-là actuellement. Et les nouvelles plaintes, les nouvelles requêtes, dont celle-ci que vous faites au niveau de la rue d'Auteuil, vont être prises en compte là, dans les évaluations qu'on fait des mesures de vitesse. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Benoît Gay. Oui, bonsoir. Vous pouvez nous les déposer. Puis ensuite, on fait, juste pour information pour tout le monde, on fait des copies pour tous les élus ensuite. Là. Alors, bonjour, Mme Tuillier. Bonjour, tout le monde. Moi, je suis... Excusez-moi, c'est bon un peu. Oui, c'est ça. Vous relevez. Voilà. Je suis résident ici sur la rue Papineau. Notre famille, on a 4 immeubles. Je vous ai montré une photo de 2 immeubles qui sont identiques. Identiques par leur superficie, identiques quand on les regarde. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est les portes de garage. Cela signifie que les grandes portes de garage, c'est un quadruplex, et moi, on a 4 5-plex. Maintenant, si on revient à la fameuse taxe ou le permis de la ville, mon voisin d'en face, qui pourrait être un quadruplex, parce qu'il y en a juste à côté de chez nous, va payer 50 $ et moi, 340. J'aimerais qu'on m'explique comment on fait pour avoir un calcul comme ça. Alors, c'est ça. C'est la différence entre un quadruplex et en fait, plus de 4, donc 4 logements et moins, et plus de 4 logements. Ça découle du fait de notre analyse des différents règlements d'arrondissement. Il y a des règlements d'arrondissement qui vont au mètre carré. Il y en a d'autres qui vont à la place de stationnement. Il y en a d'autres qui font un peu un mix des deux. Puis nous, on est allé aussi avec un peu un mix des deux. Donc, pour les 4 logements et moins par place, en fait, là, par unité, donc c'est 50 $. Et pour plus, donc à partir de 5 logements. On n'a jamais dit ça ici quand je suis venu 3 fois la semaine passée. Là. Ils n'ont jamais dit par unité de stationnement, que vous voulez dire? Par entrée de garage. Ils ne sont pas au courant ici. OK. Mais pour les 5 logements et plus, là, on tombe à la mesure en mètres carrés. Et je comprends, là, parce que vous nous avez déjà contacté, c'est pour ça qu'on a déjà un peu regardé ce dossier-là. Puis effectivement, c'est une des... la marche peut être autre entre 2 types de modes de calcul. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut regarder. On va regarder avec nos services parce que nos tarifs, en fait, on va les voter d'ici la fin de l'année aussi. Donc, on va pouvoir regarder est-ce qu'on modifie la façon dont on fonctionne pour certains types de logements. Ceci dit, vous comprendrez que pour, par exemple, des commerces ou des grandes unités avec 16 logements, c'est sûr qu'avec le mètre carré, c'est beaucoup plus important, intéressant. Et il y a des arrondissements qui ne font que par le mètre carré. Ceci dit, le mètre carré, ça nécessite qu'un inspecteur ou un arpenteur aille mesurer le métrage, ce qui nous paraissait un petit peu trop lourd pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un tarif aussi pour les plus petites unités, un tarif à 50 $. Donc, on a l'information aujourd'hui. On a déjà des équipes là, qui ont commencé à regarder la problématique que vous soulevez. On comprend effectivement la marche est haute là, entre un 4 et un 5 logements. Parce que c'est pas, et puis, personne n'est au courant, nous, sur la rue, personne est au courant. Puis là, je commence à en parler. On lève ça d'eau, là, parce que, voyons, mon voisin d'en face va payer 50 $ puis moi 340 pour un même building. C'est ça, parce qu'il y a un 5-plex dans quelque chose qui ressemble
un bâtiment de quadruplex. C'est un peu comme ça, on s'est basé sur la forme du cadre bâti. En général, un quadruplex tous les quadruplex se ressemblent, mais comme vous dites, il y a certains endroits où il y a 5 logements plutôt que 4. Alors, on va le regarder avec les équipes pour voir. OK. Puis là, entre-temps, le déneigeur, on fait quoi, là? Parce que c'est mon déneigeur qui m'a avisé qu'il y avait ce fameux permis-là. Donc, personne de la rue est au courant, d'ailleurs. Exactement. On fait quoi avec ça, là? Donc, les entrepreneurs de déneigement ont été contactés par l'arrondissement. Ils savent très bien la réglementation. Non, ils ne savent pas, madame, je peux vous le dire. En fait, ils devraient, mais c'est parce que c'est les premiers qui sont visés. Et justement, eux peuvent venir chercher les permis pour les résidents. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre directement parce que là, on ne peut pas in vivo modifier notre règlement, mais je peux m'engager à ce qu'il y ait des gens qui le regardent et on va communiquer avec vous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la question est, je fais quoi avec ça aujourd'hui, là? Mais, parce que le déneigement s'en vient, l'hiver arrive, là. Exactement. Comme je vous dis, ce soir, on ne pourra pas régler la question juste comme ça, mais on s'engage à l'arrondissement à ce que quelqu'un vous rappelle et qu'on fasse un suivi pour vous donner une réponse. On comprend bien qu'il y a des échéances, tout à fait. Donc, on devrait en entendre parler rapidement. Quelqu'un va communiquer avec vous, effectivement, pour... OK, moi, puis tout le monde aussi, là, parce que... Et les entrepreneurs. Ceci dit, c'est assez rare, ce genre de cas-là, mais c'est un cas que vous nous soulevez et on va vraiment le regarder. Parce que juste pour vous informer, dans le quartier Saint-Sulpice, là, il y en a, je ne sais pas combien, la moitié des quadruplex, simplex, c'est moitié quadruplex, moitié simplex. Donc, il y en a, une tonne. Puis je peux les compter, si vous voulez, puis je vous le dirai. Je vais les compter, il y en a combien des quadruplex et des simplex, là, ça va... selon moi, une la moitié. Okay. Donc, ça va causer vraiment ça va être épouvantable. Là. Et c'est pour ça qu'on va le regarder. Bien, merci Je vous remercie d'avoir soulevé l'enjeu. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. On passe maintenant à Mme Ala Morales. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions pour vous. La première, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué quand je marche sur l'Esplanade? Il y a beaucoup d'ordures en face des bâtiments commerciaux depuis longtemps. Ce n'est pas remarqué, pas du tout depuis longtemps. Je ne sais pas. C'est qui est responsable pour remarquer les ordures? Est-ce que c'est la ville de Montréal ou c'est les gens qui sont les propriétaires des bâtiments? C'est qui? Parce que c'est terrible, ça fait longtemps que le sac de plastique tout ouvert. C'est incroyable parce que c'est en face des condos, c'est en face des bâtiments de condos et aussi à côté de le petit parc. Là, c'est ça, vous parlez de l'esplanade entre Chabanel et Louvain. Exactement, à côté de le parc. Oui, c'est depuis longtemps et je ne sais pas qui est responsable pour ramasser. Est-ce que c'est la Ville de Montréal ou les gens qui sont responsables, qui sont les propriétaires de bâtiments commerciaux? Bien, en fait, c'est pas toujours exactement en fait, plusieurs espaces sont différents et c'est pour ça qu'on doit les traiter un par un. Okay. Et là, c'est pour ça qu'on a embauché des inspecteurs supplémentaires. Ça fait partie du plan propreté qu'on a présenté là, un peu plus tôt dans le budget. Donc, dans l'équipe de M. Côté, il y a des inspecteurs qui vont pouvoir faire plus de suivi. Et dans l'équipe de M. Paquin, il y a aussi maintenant un camion qui peut, au besoin, aller ramasser les objets. Donc, juste vraiment faire des demandes au 3 à 1 et puis on fait le suivi et on fait en sorte que ça soit ramassé. Et idéalement aussi de communiquer directement avec la personne qui est responsable du terrain afin de régler le problème durablement. C'est vraiment notre objectif. Vous avez raison. Aussi, quand je marche sur la rue Louvain, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a toujours quelqu'un qui aussi met toutes les boîtes, toutes sortes d'odeurs. La dernière fois quand je marchais là-bas, j'ai trouvé qu'il y a les raisins secs. Il y a quelqu'un qui utilisait les raisins pour faire le vin. Je ne sais pas c'est qui. Il faut qu'il fasse quelque chose, ou peut-être marquer quelque chose, c'est contravention. S'il y a quelqu'un comme l'autre arrondissement, quand je marche, parce que j'ai fait beaucoup de recherches ici, partout à Montréal, et je trouve ici, c'est plus sale que l'autre arrondissement, parce que j'ai passé beaucoup de temps, comme Westmount, n'importe quel. Ils sont plus
propre qu'ici. Je trouve que c'est la qualité des gens qui sont ici qui ne respectent pas notre... Oui. Regarde Chabanel, qu'est-ce qui se passe? Il y a la poubelle partout. Qu'est-ce qui se passe? Les gens mettent à côté des chèques, à côté des poubelles. Je ne sais pas peut-être... Madame Gianou, on a parlé tout à l'heure, on a lancé la campagne propreté. Donc, évidemment, là, on était dans une école, on parlait aux enfants, mais on parle à l'ensemble des personnes. Il y a des communications aussi qui sont envoyées dans les journaux pour l'ensemble des résidents. Et c'est pour ça qu'on a plus d'inspecteurs pour faire le suivi, pour tenter de trouver les bonnes personnes, pour les informer, pour faire un suivi et pour ramasser aussi entre-temps. Donc, en fait, c'est un peu la même démarche. Il faut vraiment faire le 3-1, souligner le problème et ensuite, on s'en occupe. Mais on est très conscient que c'est un travail de longue haleine, mais c'est pour ça qu'on commence maintenant, parce que pour arriver à une solution, il faut vraiment démarrer. OK. Non, autre chose. Regarde qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est bonne qualité de souliers. Qu'est-ce qui se passe? Je marchais souvent des métros sauvés. Quand je marche par le parc, je prends le riz Port-Royal. Mais il y a beaucoup de trous. Je marchais et je tombais dans les trous. J'étais chanceuse que je n'ai pas brisé aucune chose, sauf le talon, je peux réparer. Ça fait longtemps que j'étais comme ça. C'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de bâtiments commerciaux, les gens travaillent là-bas. C'est pas bon pour notre arrondissement parce que ça, je trouve que c'est le pire riz dans notre arrondissement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cette riz, comment vous pouvez réparer. Oui. Alors, le palmarès des Pérus, je ne suis pas sûre qu'on va le faire ce soir, mais effectivement, c'est une des rues qui est en très mauvais état. Oui. D'ailleurs, on a pavé la rue Port-Royal là, à l'ouest de Saint-Laurent. Ça, on a fait ce travail-là cette année. Vous avez sans doute vu la portion Port-Royal, donc à l'est de Saint-Laurent, qu'on a refait des trottoirs. C'est parce qu'on s'en vient refaire la chaussée. Et quand on fait la chaussée, en fait, pour faire les trottoirs en même temps, on fait toujours les trottoirs en premier, parce que quand on fait un trottoir, on coupe la chaussée. C'est la première étape. Donc, on ne voudrait pas couper une chaussée neuve. Alors, on commence par faire les trottoirs. C'est pour ça qu'on les a fait cette année. La chaussée, on souhaite vraiment être capable de la faire l'année prochaine. Là, ça va dépendre des budgets qui sont disponibles. Je peux vous dire que moi aussi, j'y passe personnellement souvent. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait l'équipe des travaux publics. On est un peu chanceux. On a la cour de voirie qui est juste à côté. Donc, ils sont pas loin quand il y a des trous à boucher, puis ils bouchent les trous. Mais pour cette rue, on partage vos préoccupations. C'est une des rues où, même si on bouche les trous, là, on est un peu arrivé au maximum de ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on doit refaire l'asphalte. Puis vraiment, on espère pouvoir le faire en 2020. OK, alors l'année prochaine, pas cette année. Non, effectivement, pas cette année. OK, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci et désolée pour votre chaussure. Je comprenais pas trop pourquoi vous vous ameniez une chaussure dans vos mains, là. Je viens de comprendre. Merci. Monsieur Gilles Larocque. Bonsoir. Bonsoir. Excusez, je pense que j'ai pogné de rhume. Moi, j'aurais bien voulu être là le 18 septembre, là, la consultation pour la rue partagée sur Gouin. Mais il y a des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais moi, j'ai une petite question relativement à ça. D'abord, quand j'ai parlé, je suis allé voir la définition de rue partagée selon le ministère des Transports du Québec. Et puis, je passe ça aux gens, ils disent, ouais, non, ça se peut pas. Bien, ça a l'air que oui, parce que c'est un projet qui s'en vient. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, d'où est germée cette idée-là? Est-ce par hasard un petit groupe de résidents en mal de tranquillité qui ont fait cette demande-là? Parce que moi, je reviens dans le passé et ça me fait tellement penser au problème de la rue Prieur en 2006-2007, quand quelques citoyens ont décidé de s'approprier complètement la rue Prieur entre la rue Francis et la rue Taché. Alors, Monsieur Larocque, je vous arrête tout de suite parce que ce n'est absolument pas le cas et je laisserai la parole à Monsieur Normand pour vous expliquer d'où vient ce concept et comment on en est arrivé à faire ce deuxième projet dans l'arrondissement. Monsieur Normand.
Donc, rapidement, le concept de la rue partagée, c'est une rue qui est apaisée, où la circulation des voitures est toujours permise, mais où on comprend rapidement en tant qu'automobiliste qu'on doit réduire notre vitesse. C'est une rue avec 20 km/h maximum qui est aménagée de manière différente pour que les cyclistes, les piétons et les automobilistes partagent la chaussée. Habituellement, la chaussée et le trottoir sont pratiquement au même niveau. Puis au sol, la texture est changeante également pour qu'on sente qu'on est un peu comme Arthur ou Duluth ou d'autres rues qui l'ont fait à une certaine époque, un peu dans ce sens-là, même si c'est plus comme ça aujourd'hui. Donc, que ce soit pavé, que ce soit signalisation, que ce soit aménagement, arbres rapprochés, lampadaires autrement, etc. L'idée est venue de l'arrondissement dans le cadre d'un programme de la Ville-Centre. Donc, il y a un programme auquel on peut déposer des projets qui s'appelle le programme des rues piétonnes et partagées. La rue Parc Stanley a bénéficié de ce programme-là dans le cadre d'une rue piétonne, puis le boulevard Gouin, on l'a ciblé, donc ce n'est pas un groupe de résidents en mal de quoi que ce soit, et on l'a ciblé justement parce que ce sera notre premier projet de rue partagée, puis qu'on a choisi un tronçon qui était plutôt déjà apaisé. Donc, il n'y a pas une problématique à régler dans ce cadre-là. Au contraire, c'est déjà calme, puis c'est tête bêche à Delorimier. Il y a une piste cyclable déjà là, puis il n'y a déjà pas de stationnement permis des deux côtés. Donc, ça nous permettait de faire une implantation d'un nouveau concept qui est innovant sans trop bousculer les habitudes. Et donc, c'est pourquoi le secteur a été choisi. Qui plus est, c'est un ancien noyau commercial qui vivote. Donc, on se disait qu'en mettant une attraction qui est, somme toute, paisible, dans le coin de l'entrée du parc nature de l'île de la Visitation, avec un noyau commercial, ces différents modes qui cohabitent avec un spotlight qui est donné à l'aménagement particulier du secteur pouvaient raviver le secteur économique également. Mais déjà, vous l'avez dit, c'était tellement tranquille parce que Gouin, entre Papineau et Saint-Michel, change de sens unique. C'est pas compliqué, rien que 4 fois. Donc, on n'avait pas besoin de rien faire. C'était déjà tranquille. Vous auriez pu prendre peut-être un tronçon d'une rue un petit peu moins longue, parce qu'oublions pas que Gouin, 50 km de long, est la plus longue rue de l'île de Montréal. Bien là, un petit bout dans Sault-Récollet, où les gens partagés avec les piétons à 20 km/h. N'oubliez pas qu'une rue partagée, selon la définition, le piéton a toujours raison. Donc, s'il y a 4 piétons qui s'en vont, un à côté de l'autre en placotant, l'imbécile qui veut, bien là, il ne passera pas en auto, bien, il va bien falloir qu'il trouve un autre chemin, parce que là, il est bloqué, il ne peut pas rien faire. Alors, ça je ne comprends pas. Là, on a une sécurité. Les piétons, c'est le trottoir. Les vélos, ils ont une lisière. Et les quelques automobilistes qui passent, parce que, sens unique d'un bord à l'autre, bien, ils ont également leur bout. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est votre choix. Mais M. Normand... Une autre question? Oui. La même réunion, au mois de septembre, vous nous avez affirmé ceci parlant des liens cyclables protégés, disant que c'était une demande répétée des résidents. Je m'excuse, mais je suis obligé de vous dire que je ne vous crois pas. Ça ne me rentre pas dans la tête que les résidents vous demandent « Hey, mets ma rue sens unique, complique-moi la vie pour sortir de chez nous, ben non, pour revenir chez nous, puis donne ça aux cyclistes. » Si vous aviez dit c'était une demande répétée des cyclistes, j'aurais compris. Mais des résidents, je m'excuse, mais je ne vous crois pas. Alors, M. Larocque, je peux vous dire que moi, je vais à l'école tous les jours chercher mes enfants. Je suis mère, je suis mairesse et je rencontre des parents d'école tous les jours. M. Normand en rencontre à la garderie, Mme Dianou en rencontre aussi, puis Mme Goulet en rencontre aussi à l'école. Mais oui, c'est une demande des résidents parce que des résidents, ils ont des enfants, en partie. Puis il y a d'autres résidents qui sont en aide à mobilité réduite, qui sont sur ce qu'on appelle des triporteurs et qui nous disent, moi, là, quand je roule sur le trottoir, je sens bien que je dérange les piétons. Puis quand je roule dans la rue, bien, je ne me sens pas confortable. Donc oui, des liens cyclables sécurisés, c'est une demande des résidents depuis de nombreuses années.
Et ce qu'on a fait à l'arrondissement, et c'est l'essence même des projets, c'est qu'on a travaillé avec plusieurs consultations et pas qu'une seule pour demander aux gens, est-ce que vous préférez qu'on enlève le stationnement des deux côtés de la rue pour garder les rues à double sens pour mettre la piste cyclable sécurisée, ou vous préférez garder un côté de stationnement, ce qui entraîne la mise à sens unique? Et dans les consultations publiques qui ont eu lieu dans presque tous les quartiers, parce qu'on en a fait plusieurs à Bordeaux-Cartierville, à Saint-Sulpice, dans Annecy, dans Sauvé-Collet, et les gens ont très majoritairement choisi, même s'il n'y a pas eu de sondage, mais oui, il y a eu un sondage même en ligne avec plus de 1000 personnes qui ont répondu. Les gens nous ont demandé, ils ont choisi une mise à sens unique pour conserver une partie du stationnement. Donc, je peux vous dire que oui, la demande vient des résidents. Oui, la démarche est rigoureuse. Elle est issue de consultations publiques. Et oui, ça va occasionner des modifications. Ça, c'est très clair. On est très au courant, je peux vous dire, dessus. On les documente aussi, les enjeux, les changements de comportement que ça va amener. Mais dès qu'on fait un changement, on doit modifier nos comportements. Ça va être pour le mieux. Et oui, ça va être une période d'adaptation, mais on est là pour ça. On est tous ensemble dans la démarche pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible quand le projet verra le jour. Merci. Me permettez-vous de souligner une faute de français? Alors, je vous demanderai d'aller voir Mme Chantal Châteauvert qui pourra la prendre en note. C'est pas compliqué. C'est dans le sommaire décisionnel relativement à la location du 1405 en Bourassa. Oui. On écrit « En attendant le projet de transformation de la résidence des Sœurs de la Providence ». Les Sœurs de la Providence, ils ont fait tellement un beau cadeau à l'arrondissement qu'on aurait pu écrire « Sœurs » avec un S majuscule, puis « Providence » avec un P majuscule. C'est noté par Mme Châteauvert. Merci beaucoup, M. Larocque. J'appellerai maintenant M. Tony Luciano. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes deux voisins? Oui, parce que lui, c'est l'ancien. En tout cas, je veux parler du problème de la rue Port-Royal entre Charton et Delormier. Là, ce soir, je pense que ça a touché tous les sujets qui m'affectent à cause de ce qui arrive présentement. Il y a des condos qui se construisent sur la rue Papineau, juste à côté de McDo. Dans le temps, avant qu'on a fait beaucoup de consultations avec l'ancien mairesse, avant qu'ils bâtissent les condos, on voulait qu'ils aient amplement de stationnement pour eux. Là, qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que le citoyen privé qui a le terrain sur la rue Charton, entre le chemin de fer puis la première maison sur la rue Charton, il a brisé la clôture. Comme ça, tout le monde qui habite dans les condos ont accès sur la rue Port-Royal, Charton, Amelin, Saint-Fermin. Là, ce soir, je pense qu'on a touché tous les sujets que ça nous affecte. La propriété, là, c'est l'enfer. J'envoie beaucoup de courriels, j'ai pas de réponse, j'ai pas de suivi, j'ai absolument rien. On parle beaucoup de propriété au soir, mais la rue, le chemin de fer entre Charton puis jusqu'à Saint-Michel, c'est un dépotoir. Tout le monde qui font des rénovations, ils mettent à terre, je vous comprends. Tu ne peux pas vérifier tous les citoyens, tu ne peux pas mettre la police 24 sur 24, mais est-ce qu'on peut, minimum, une fois par semaine, passer puis nettoyer la rue comme il faut? Ça, à cause de tout que la clôture est ouverte présentement, il y a plus de trafic, plus de déchets, aucun stationnement pour les citoyens, qu'on reste l'autre bord, qui était supposé d'être bloqué. Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que la Ville va faire avec ça? Parce que même, on parle, Regina Sunta, Saint-Pius Stand, McDo, j'avais demandé entre Charton et Papineau, aucun stationnement, les deux bords, comme ça se fait sur la rue Fleury. Parce qu'on veut que ça soit libre pour les étudiantes qui traversent la rue pour aller chez McDo, à attendre l'autobus. À sortir de l'école à 3h moins quart, à Regina Sunta, tu as 2700 élèves, même plus, avec les visiteurs, les parents, tout ça. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Les véhicules sont stationnés. Les pauvres étudiantes, ils traversent. Tu sais, ils ne suivent pas toutes les règles. Je sais, on ne peut pas être là tout le temps, mais au moins, ils laissent les ouverts que les motoristes sont capables de le voir clairement. Là, comme j'ai dit, je suis ça juste pour le stationnement, mais comme vous avez touché les écoles, propriété, alors ça,
ce quartier, Papineau, puis Sauvé, entre Delormier puis Charles Garnier, c'est bordel. Ça fait 42 ans que je reste dans le quartier. J'avais 5 ans quand je déménageais ici. Je l'ai vu. C'est le pire que j'ai vu. Il y a beaucoup de citoyens qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans notre quartier? Parce que ça n'a pas d'allure. Là, avec les nouvelles condos, est-ce qu'ils ont accès à toute une place de stationnement, chaque logement, ou est-ce que vraiment ça vous affecte beaucoup parce que là, on n'a pas de place. On arrive à la maison, il n'y a pas de place. Parce que, comme j'ai dit, ils ont brisé la clôture. Premièrement, c'est une question de sécurité parce qu'ils pensent sur le chemin d'affaires de CN pour avoir accès aux condos sur le Papineau. C'était supposé d'être tout fermé. C'est pas le cas. Quelqu'un l'a brisé, j'imagine c'est qui gère le stationnement. Il loue les places de stationnement aux propriétaires des condos. Je ne sais même pas si c'est légal, ça, premièrement. OK? C'est un dépotoir, il y a des déchets partout, des pommes, c'est l'enfer. Ça fait beaucoup d'années, je sais que j'ai envoyé une couple de courriels, je sais que tu as beaucoup de dossiers pour travailler là-dessus, mais s'il vous plaît, M. Martin, lui, a travaillé beaucoup avec l'autre mairesse, puis on l'avait promis qu'on va tout barrer, que le monde qui achète les condos sur le Papineau n'a pas accès l'autre bord. C'est pas le cas. Là, est-ce que vous avez des plans pour ça? Est-ce qu'on va le fermer? Est-ce qu'ils vont avoir accès à stationnement ou ça va être juste une free-for-all après que les condos vont être prêts? Alors, je transmets votre question à M. Normand, qui est le conseiller de votre district. Il y a beaucoup d'éléments dans votre intervention. Là, je ne pourrais pas répondre à chacun d'eux. Je pense qu'à ce stade-ci, le mieux qu'on peut faire, c'est que j'aille vous rencontrer sur les lieux à un moment qui vous convient, puis qu'on fasse la liste. La question de la clôture, moi, je n'étais pas au courant. Voir avec le promoteur, voir selon les plans de vie combien de places de stationnement sont prévues, voir ensuite sur Charton, sur Port-Royal, les impacts. Est-ce que, quel type de solution on peut envisager? Est-ce que c'est des... Oui, allez-y. En tout cas, je vais juste laisser terminer M. Normand. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'assoie ensemble sur place, puis qu'on fasse le tour. Je prenne la liste de tous les irritants, que ce soit en lien avec la propreté, que ce soit en lien avec l'apaisement de la circulation, les places de stationnement, la gestion du chantier, etc. Puis on les adressera un par un, c'est le meilleur moyen. Si vous avez eu ce contact-là avec la conseillère précédente, là, c'est la première fois qu'on s'en parle directement. Je vais m'engager à faire le suivi avec vous de la même manière. En fait, c'est simple, c'est juste d'être éclairé. C'est l'information. Dans le fond, quand le projet a commencé, on nous a tous invités, les gens de la rue. C'était super bien fait. Dans la construction, c'est pas toujours clair. Et ça, donc, c'est la phase 2 là, de Innova. En 2012, j'ai tout la première phase. Phase 1. Exactement. Donc, c'était juste la question concernant les stationnements. On nous a envoyé toutes sortes de détails. Je sais qu'en cours de route, ça change. Puis nous, dans le fond, on n'est pas éclairés. Je ne sais pas si le contracteur a changé, mais ça serait ça, d'avoir un lien pour nous aider à avoir les réponses. Je m'engage à créer ce lien-là, puis qu'on commence par une rencontre sur place, qu'on se fasse cette liste-là, puis qu'on puisse ensuite régler une après l'autre les problématiques. Oui. J'imagine que même la police, il remarque qu'il y a beaucoup de crimes qui se passent maintenant à Port-Royal, entre Charton et Delormier. On appelle beaucoup parce que j'ai une couple de voisins qui se sont fait casser le vitre, les voies de véhicules, en tout cas. Ça bouge beaucoup plus à cause du trafic. Comme c'est ouvert, le monde de Papineau a accès présentement. Alors, c'est comme une autre sortie pour les criminels. On va être honnête, là, parce qu'ils ont une sortie. Ils ont un chemin de fer. Il y a même du monde qui prend des condos. Ça, on va prendre l'autobus sur le 41 qui se trouve sur Delormier puis Charland. Ils n'ont pas accès à la place de faire tout le tour. En tout cas, c'est bordel. Alors, ça serait apprécié. Tu m'appelles, pas de problème. On prend un rendez-vous. J'aimerais ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Je pense que Mme Patel est partie, hein, c'est ça, mais on a pris l'information. Alors, ça fait le tour de la liste de questions pour ce soir.